Les 5 énergies de sagesse, chapitre 3. Notre baromètre psychophysique. Dans ce chapitre, nous allons nous pencher sur le fait de devenir un baromètre psychophysique. Après avoir pris connaissance des possibilités énergétiques dans notre monde, nous pouvons apprendre à jauger notre condition atmosphérique, le climat de notre être, dans n'importe quelle situation. Cet outil est précieux pour nous aider à nous situer par rapport à l'énergie du moment. Il nous permet de nous mettre au diapason des aspects équilibrés et confus de l'une ou l'autre des 5 familles d'énergie. Avec de l'entraînement, nous devenons sensibles aux circonstances dans lesquelles nous sommes ouverts ou fermés à l'énergie. Nous pouvons ressentir les moments où nous brillons et ceux où nous sommes coincés. Plus nous nous exerçons à reconnaître cela, plus nous pouvons prendre conscience des conditions dans lesquelles nos tendances habituelles nous éloignent du moment présent. Lorsque nous sommes ouverts à notre propre énergie, notre être baigne dans la chaleur et la clarté. Lorsque nous nous fermons à notre énergie, nous nous sentons confus et coincés. Alors le fait que nous soyons ouverts ou fermés à un certain moment détermine pour une large part la façon dont nous nous considérons et, par conséquent, la façon dont nous considérons le monde. Lorsque nous éprouvons une sensation de bien-être, lorsque nous sommes ouverts, nous suivons le courant. À ces instants, nous pouvons rencontrer des amis et nous sentir à l'aise, ou prendre part à une réunion et dominer la situation. Lorsque nous nous sentons limités, lorsque nous sommes fermés, nous avons peur et nous nous sentons mal à l'aise. Nos systèmes de défense sont activés et nous sommes incapables de recevoir clairement l'énergie du moment présent. Nous paniquons, nos pensées s'embrouillent et rien de ce que nous faisons ne se déroule très bien. Dernièrement, j'ai visité un château dans le sud de la Suisse. J'adore les châteaux, et je n'ai habituellement pas peur des hauteurs. Mais, alors que je me tenais au sommet de la tour, le vent s'est mis à souffler en rafales. En même temps, le soleil m'a ébloui et a déformé ma vision. J'ai commencé à me sentir désorientée, vulnérable et craintive. Un frisson me parcourut le dos, alors que je regardais par-dessus le mur, qui ne comportait pas de garde-corps, et j'ai vu le sol, 90 mètres plus bas. Je me suis vue tomber en pensée. J'ai commencé à me parler pour me rassurer. Le sol est en dessous de moi. Je m'avance, il y a un garde-corps. J'atteins le garde-corps. La peur n'était pas particulièrement nécessaire pour ma survie. En me laissant aller à cette peur, je me suis fermée. Par conséquent, j'ai raté le moment présent. Le délice du vent qui soufflait en rafale, la lumière qui me jouait des tours, la sensation enivrante de la hauteur. Notre névrose, être fermé, et notre sagesse, être ouvert, existent dans une matrice d'énergie commune, comme si elles étaient des courants alternatifs, l'une étant l'image inversée de l'autre. Aucune des deux n'est solide ou statique. Parfois je me décourage parce que je réagis promptement devant les gens ou les événements, énergie karma. Les gens s'énervent alors avec moi. Mais c'est la même énergie qui a sauvé la vie de ma mère. Lorsque notre voiture a capoté dans un fossé rempli d'eau, son bras s'est coincé derrière le siège. Mon père et le chien ont réussi à s'échapper par la fenêtre. Ensuite, j'ai extirpé ma mère de l'habitacle. Ce faisant, je lui ai cassé le bras, mais je lui ai sauvé la vie. Lorsque nous constatons à quel point notre énergie est fluide et peu substantielle, nous pouvons apprendre à travailler avec elle à un niveau plus profond. Nous pouvons puiser dans la puissance pour transformer la confusion en sagesse. Lorsque nous restons en surface, c'est un monde de dualisme. Nous et eux. Moi et mon ennemi. La gentille Suzanne et son copain farfelu. Mais quand nous nous ouvrons à la profondeur énergétique du moment et que nous la conservons telle qu'elle est, le dualisme s'estompe et nous pouvons goûter à la totalité de l'énergie. Ce faisant, nous transcendons également la lutte entre ce qui est fermé, confus, et ce qui est ouvert, équilibré. Voici des instantanés de nos 5 principaux caractères, Vajra, Ratna, Padma, Karma et Bouddha, qui se manifestent tant dans ce qui est ouvert que dans ce qui est fermé. Robert, le Vajra, est extrêmement clair et peut faire des affirmations simples qui détendent tout le monde au milieu de la confusion. Ouvert.
Cependant, lorsque sa propre confusion submergera tout, il s'en prendra probablement violemment aux autres. Fermé. Géraldine, la Ratna, est manifestement généreuse. On se sent bien en sa présence. Ouverte. Mais parfois, elle a besoin de beaucoup d'attention et est complètement inadaptée. Fermée. Marita, la Padma, est une personne charmante et sensible avec la plupart de ses amis. Ouverte. Mais lorsque sa principale relation ne va pas bien, le bien-être et la joie s'évanouissent. Fermée. Luc, le karma, est plein d'énergie et accomplit un nombre incroyable d'activités dignes d'intérêt. Ouvert. Mais s'il sent que quelqu'un est en concurrence avec lui ou essaie de lui bloquer son énergie, il déploie de grands efforts pour protéger son territoire. Fermé. Éric le Bouddha est une personne très tolérante et sa présence est rassurante. Ouverte. Mais lorsqu'il se sent accablé, il devient coincé et paralysé. Il ne veut plus rien faire. Fermé. Ces exemples illustrent la façon dont nous oscillons entre la névrose et l'équilibre mental. Le fait de nous sentir sages et paisibles, ou tendus et irritables, dépend de notre baromètre psychophysique, de notre degré d'harmonisation avec notre propre énergie et celle de l'environnement, ainsi que de notre disposition à travailler avec cette énergie. En travaillant avec les énergies, nous apprenons que les tendances à l'équilibre et à la névrose sont toujours présentes. Elles coexistent, souvent en même temps. Luc a beaucoup d'énergie et est animé par un besoin de contrôler la situation. Marita adore les gens et devient déprimée quand sa relation ne va pas bien. Nous apprenons aussi que les circonstances extérieures ont le pouvoir d'exacerber la confusion. Quand Eric se sent abattu, il se fige. Nous nous heurtons à un obstacle, puis nous nous refermons. Cette fermeture névrotique est notre façon de dire « arrêtez le monde, je descends ici ». Cela est susceptible de se produire quand la réalité contredit nos attentes. La réalité traverse notre filtre de concepts et ne correspond pas à l'image que nous nous faisons de ce qu'elle devrait être. Nous nous sentons frustrés et nous réagissons avec émotivité. Comme la situation ne satisfait pas nos espoirs, nous résistons en nous refermant, dans le style auquel nous nous sommes habitués. Nous pouvons nous refermer pour un instant ou pour la vie. Lorsque nous utilisons notre baromètre psychophysique pour nous mettre en harmonie avec l'énergie, nous nous faisons le cadeau de la conscientisation. Nous pouvons aller au-delà de nos barrières mentales pour voir et ressentir l'énergie du moment. Cela nous permet de changer notre attitude. J'ai déjà passé plusieurs semaines seule à pratiquer la méditation dans une cabane. Un jour, une tempête éclata. Le vent mugissait et la pluie tombait à torrents. Par moments, j'ai eu peur d'être emportée. J'ai pensé que ma cabane pouvait se détacher de la colline et plonger dans l'océan. J'ai aussi vécu des moments de paix pendant lesquels je goûtais la magnificence de la tempête, sans ressentir de crainte ou de frustration. Finalement, je me suis rendu compte que je me faisais des mélodrames à propos des phénomènes météorologiques. J'ai pris conscience du fait qu'une tempête est simplement une tempête. Elle ne remarque ni ma personne ni mes réactions. Comme tout ce qui appartient à la nature, elle est, tout simplement. Le même genre de réactivité crée tous nos mélodrames du quotidien. Il repose davantage sur nos attentes que sur ce qui se passe vraiment. Peut-être que votre tempête à vous, c'est votre patronne agressive. Vous pourriez réagir de façon différente selon la rencontre de vos deux énergies. Vous pourriez vous recroqueviller dans un coin en vous apitoyant sur votre sort ou riposter en vous rebellant. Ou bien vous pourriez vous détendre, observer sa démonstration d'énergie et danser en cadence au lieu de réagir. On ne peut pas demander à une rivière de cesser de couler. Tout ce qu'on peut faire, c'est construire un pont, ou traverser la rivière à la nage, ou observer les rayons du soleil qui jouent à la surface selon nos envies. Nous acceptons la rivière et la pression à notre façon. La vie nous met constamment au défi de nous ouvrir à une situation donnée ou de nous en écarter. Accepter ou refuser d'accueillir la plénitude du moment. Lorsque nous sommes ouverts et accueillants, les énergies en interaction nous semblent vastes et pleines de possibilités. Lorsque nous nous figeons et que nous nous retirons du monde, nous nous sentons coincés, stupides et claustrophobes. Le blocage de l'énergie. Il existe une tendance dans le processus de blocage de notre énergie.
Lorsque nous nous sentons menacés, qu'il y a eu un événement déclencheur, nous paniquons et notre ego se met immédiatement sur le qui-vive. L'ego est un ensemble de mécanismes de défense que nous identifions erronément comme A. Solide et B. Nous-mêmes. Pour que nous puissions conserver l'illusion de cette solide identité du moi, qui de plus nous donne l'illusion de la sécurité, l'ego doit se sentir maître de la situation. Pour ce faire, il est prêt à mettre fin à toute souplesse à l'égard de ce que nous percevons comme étant au-delà de notre mur de défense. Alors, notre baromètre psychophysique se ferme. Personnellement, j'expérimente le processus de solidification de mon être lors d'événements dramatiques, comme des conflits au travail ou une mauvaise passe dans une relation. L'incertitude devient trop difficile à supporter et je veux combler le vide. Il existe différentes façons d'y parvenir. Analyser, s'inquiéter, se surcharger de travail, boire, laisser errer ses pensées devant la télé, trop manger. Trouver refuge dans une autre identité pour stimuler notre solidité. Même s'il m'a laissé, j'ai encore un emploi, alors j'ai du succès. Ou j'ai peut-être perdu mon emploi, mais j'ai encore un copain, donc je suis aimable. Est une autre façon populaire de se fermer. Quels que soient les mécanismes d'adaptation que nous utilisons pour y parvenir, ils nous échappent probablement. Lorsque nous sommes inconscients de la façon dont nous limitons notre énergie, nous perpétuons notre propre prise au piège. Qu'il s'agisse de se refermer à une crise ou de se laisser engourdir de manière chronique pour se protéger du quotidien, chacun a tendance à se retirer selon un modèle immuable en suivant certaines étapes. D'abord, nous ressentons de la panique. Nous sommes menacés par l'inconnu, l'inacceptable. Puis nous nous paralysons. Nous pouvons le ressentir sur le plan physique. Il s'ensuit une série de réactions à ce premier blocage. Nous sentons ce qui se passe et en arrivons rapidement à une perspective solidifiée de la situation. Parfois, ces réactions surviennent graduellement. Parfois, elles se produisent si vite qu'elles peuvent sembler simultanées. Cependant, en y regardant de plus près, on constate qu'elles sont en fait séquentielles. Lorsque nous portons attention à cette séquence de réactions, nous commençons à comprendre la façon dont nous nous limitons et la façon dont nous acquérons certaines habitudes afin de préserver notre sécurité. Nous remarquons que toutes nos expériences ont comme point de référence le moi. Nous procédons au renforcement du moi au moyen de titres professionnels d'une maison, d'un véhicule, d'une coiffure, d'une façon de parler, d'un ton affectif, etc. Plus le monde devient menaçant, plus nous rajoutons de couches du moi, et plus le moi prend de l'ampleur. Créer notre propre monde. Les habitudes et les modèles d'adaptation prennent souvent la forme de scénarios. Nous nous créons tous des scénarios qui filtrent le monde et nous procurent une vérification externe. Accompagnons Juliette à une réception et observons le déroulement de son scénario. Juliette est d'excellente humeur. Elle s'amuse, se sent détendue et ouverte. En jetant un coup d'œil dans la salle, elle aperçoit un homme qu'elle connaît. Son énergie qui circulait librement se bloque et elle se sent soudainement coupée de son moi ouvert. Sur un plan subliminal, elle remarque la façon dont l'homme est vêtu, le ton de sa voix, la manière dont il se comporte. Elle n'arrive pas à déterminer si elle est attirée par lui, agacée ou indifférente. Elle finit par le reconnaître, c'est un de ses anciens copains. Juliette jauge la situation. Son scénario se déploie et les souvenirs entrent en jeu. Elle réunit le passé, le présent et l'avenir possible en un tableau. Elle se voit retrouver l'amour de sa vie après une séparation prolongée et injuste. Les pensées se bousculent dans sa tête et comblent tous les vides. Son scénario semble convaincant et réel. Juliette n'est plus dans un espace ouvert où elle peut danser. Elle est obsédée par un monde de sa propre création, habité uniquement par elle-même et par sa version de cet homme. Les projections de Juliette ont créé un monde imaginaire, ce qui l'empêche de participer au flux créatif en elle et autour d'elle.
Nous échafaudons aussi des scénarios lorsque de mauvaises nouvelles nous incitent à consolider notre conscience de soi. Par un soir d'été, il y a des années, au cours de mon examen mensuel des seins, j'ai découvert plusieurs masses. Je me suis figée sur place. Mes pensées se sont mises à tourbillonner. Ma mère a eu un cancer, ai-je pensé, alors je dois en avoir un moi aussi. J'aurais besoin d'une intervention chirurgicale et de beaucoup de soins. Qui s'occuperait de moi ? Mon cousin médecin saurait quoi faire. Ma mère avait été emportée par le cancer, alors c'est ce qui m'arriverait à moi aussi. Que feraient mes enfants ? Ce serait difficile pour eux sans leur mère. Et comment mon mari les élèverait-il ? En quelques instants, j'avais créé toute une stratégie. Après ma visite chez le médecin le lendemain, mes craintes se sont apaisées et mon scénario a perdu son emprise. On crée constamment des drames comme celui-là en s'accrochant à des attentes et à des hypothèses au sujet de soi et du monde. Nous sommes tous, dans notre pièce, le metteur en scène et la vedette, et nous attribuons un rôle à chacun. Nous créons notre pièce pour confirmer notre existence même. Nous jouons le rôle de Dieu et créons le monde à notre image. Quand une autre personne ou que le monde en général présente une version différente de la réalité, nous sommes stupéfaits que notre scénario soit modifié. Comment peut-il me traiter comme ça, alors que je l'aime ? Nous ne sommes pas conscients du fait que nous avons fabriqué notre propre vision du monde. Nous sommes accablés par les exigences d'un monde qui ne se conforme pas à notre scénario et des gens qui refusent de jouer leur rôle. Nous rêvons de trouver un lieu sûr et facile à gérer. Les royaumes, des versions névrotiques de la réalité. Comme nous le verrons dans les chapitres sur les familles de Bouddha, chacune est associée à une version confuse de la réalité appelée un royaume. Un royaume est ce qui résulte de notre interprétation des événements et des circonstances, vus à travers le filtre de nos pensées et de nos émotions. Nous créons tous des royaumes d'une façon très semblable à celle dont Juliette a créé son monde de rêve, inspiré par la passion. Nous pourrions créer le royaume de l'enfer, où règne l'agressivité. Ou bien nous pourrions créer un royaume de jalousie dans lequel nous dominerions par le contrôle et la manipulation. Nous sommes capables de vivre dans tous les royaumes, mais comme dans le cas des familles, nous avons chacun notre spécialité. Cela dépend de notre style. Voici de brèves descriptions des 6 royaumes, les aspects névrosés des familles, Bouddha en compte 2, sous leur nom bouddhique traditionnel. Si vous vivez dans une perpétuelle colère, renfermé dans une haine de vous-même ou en guerre avec les autres, vous êtes dans le royaume de l'enfer chaud ou froid, Vajra. Si vous vous sentez dans le besoin, dans une attitude d'apitoiement sur vous-même, vous êtes dans le royaume des esprits affamés, Ratna. Si vous êtes rempli de désirs et que vous manipulez constamment les situations pour obtenir ce que vous voulez, vous êtes dans le royaume des hommes, Padma. Si vous êtes constamment nerveux, craignant que quelqu'un passe avant vous, vous êtes dans le royaume du dieu jaloux, Karma. Si vous ne vous préoccupez que de ce qu'il y a sous votre nez, sans tenir compte du reste, vous êtes dans le royaume animal, Bouddha. Si vous vivez dans une ignorance bienheureuse, vous êtes dans le royaume des dieux, aussi Bouddha. Nous créons notre version du monde en projetant notre réaction particulière à ce qui se produit et en la consolidant dans un royaume. Par exemple, si vous êtes une personne colérique, tout le monde est un ennemi potentiel. Si vous êtes une personne jalouse, tout le monde est en concurrence avec vous. Si vous êtes une personne passionnée, tout le monde est un ami ou un amoureux. Notre version devient si solide qu'elle nous convainc et nous oublions qu'il s'agit de notre création. Ironiquement, la version de la réalité que nous créons peut nous sembler menaçante. Alors, nous nous défendons contre elle par une attitude émotive. Je l'ai vécu un soir où je suis rentrée tard à la maison. Selon ma projection, mon mari devait être fâché. Je suis entrée sur la défensive, prête à expliquer
que ce que j'avais fait était vraiment important. Je me suis créé une image de la situation, ainsi que ma défense émotive. De même, dans l'anecdote précédente, Juliette s'est créé son monde, sa projection de la réalité, puis elle est tombée amoureuse de sa projection. Mon mari n'avait pas échafaudé un tel scénario, ni l'ex-amoureux de Juliette. Les royaumes sont notre réaction aux situations extérieures. En tant qu'enfants, nous faisons nos propres choix quant à ce que nous voulons faire pour éviter ce qui se produit. Se cacher dans le royaume animal, trouver la religion et la félicité dans le royaume de Dieu, etc. Le Népal est un exemple d'un royaume des esprits des esprits affamés. D'une part, on y trouve une extrême pauvreté, et d'autre part, les riches s'y enrichissent. J'y ai vécu pendant 1 an, et je m'y sentais dans un état de dénuement perpétuel. Ce n'est pas que j'étais pauvre, c'est plutôt que j'étais affecté par la pauvreté qui m'entourait. Nous pouvons passer par tous les royaumes en une journée, ou pendant le cours d'une vie. Ainsi, l'arrière-grand-mère de Tania a vécu des périodes différentes au cours de sa vie, chacune pouvant être considérée comme un royaume. Née dans le royaume de Dieu, en tant que membre de l'aristocratie russe de Leningrad, elle s'est lassée et est devenue critique de cette existence élitiste. Elle voulait faire sa part dans le monde et elle s'est intéressée à la politique. Même en sachant qu'elle serait reniée par sa famille, elle a épousé un homme politique controversé, espérant obtenir elle-même une certaine influence politique. C'est le royaume du Dieu jaloux. Puis elle est entrée dans le royaume des hommes et y est restée pendant un certain temps. Il s'agissait d'un équilibre entre le confort matériel, un engagement politique important, la liberté de faire des choix dans sa vie et l'exploration de ses penchants religieux. Elle a donné naissance à 3 enfants. Cependant, son mari s'est révélé être un traître et leur monde idéal a commencé à s'effriter. Disposant de moins d'argent et ayant moins d'amis, elle s'est consacrée à sa vie de femme, au foyer et à l'éducation de ses enfants. Elle est descendue dans le royaume animal, essayant simplement de survivre. Puis, elle s'est exilée en Pologne, où elle n'avait plus rien. Incapable de trouver du travail ou de l'aide, elle a dû quémander pour manger. C'est le royaume des esprits affamés. Sachant très bien que le gouvernement les avait envoyés en exil pour leur réserver un sort pire que l'exécution, car les Polonais voulaient vouer une haine incommensurable aux Russes, ses craintes et sa colère se sont amplifiées. Elle est entrée dans le royaume de l'enfer. Son mari a fui la Pologne pour retourner en Russie où il a perdu la vie. Elle a appris que toute sa famille avait été exterminée pendant la Révolution. Elle vivait dans une extrême pauvreté et il n'y avait personne pour les aider, elle et ses enfants. Les Polonais crachaient sur elle, ils l'ont battue et ont fait des commentaires dégradants sur les Russes. Elle a commencé à perdre contact avec la réalité. Un jour, dans un geste de désespoir, elle a tenté de tuer ses enfants en les enfermant dans des sacs de toile et en les jetant à la rivière. Son fils aîné, âgé de 8 ans, a réussi à se libérer et a convaincu sa mère qu'il l'aiderait. Il y a eu un déclic et elle s'est dit qu'elle devait tenter de s'en sortir. Elle est donc passée du royaume de l'enfer à celui des esprits affamés, où son fils a pris les choses en main. Il a mendié, s'est lié d'amitié avec une famille de bouchers qui lui donnait de la viande 1 fois par mois, et il recevait du pain et des pommes de terre d'une femme d'agriculteur compatissante. Maintenant que l'arrière-grand-mère de Tania pouvait de nouveau prendre soin de ses enfants, elle retournait dans le royaume animal en survivant au jour le jour. Elle a rapidement été en mesure de se créer un foyer, d'éduquer ses enfants et de réincorporer une certaine intégrité dans leur vie. Elle retournait dans le royaume des hommes. Le fait d'être dans ce royaume lui a rappelé ce qu'elle avait déjà été, ainsi que toutes les possibilités que le monde pouvait lui offrir. Elle s'est tournée vers la religion. Parallèlement, elle a commencé à vouloir une vie meilleure. Elle passait moins de temps avec ses enfants et plus de temps à l'extérieur de la maison en cas d'une façon de s'en sortir. Elle était dans le royaume du Dieu jaloux. Mais elle contracta alors la tuberculose et souffrit d'hallucinations et d'illusions.
Elle n'avait plus conscience de ce qui l'entourait, et elle chantait des hymnes. Elle ne mangeait plus, ni ne buvait. Elle était dans le royaume des dieux, un monde inventé, un monde de félicité, où elle mourut. Quels que soient les royaumes dans lesquels nous nous trouvons, nous en utilisons les stratégies pour nous parer contre le monde et trouver la sécurité. On peut s'y sentir en sécurité pendant un moment, mais après un certain temps, le royaume semble être une prison. À l'instar des hommes enchaînés dans la caverne de Platon, qui ne voient que les ombres des passants, nous avons une vision étroite de la vie. Nous nous faisons constamment des histoires sur le degré de confiance ou de protection que nous devons avoir dans une situation donnée. Je ne vais pas saluer cette personne, je ne l'aime pas. Royaume des hommes. Je ne peux pas accepter cela, c'est contre mes principes. Royaume de l'enfer. Nous consacrons une somme d'énergie phénoménale à maintenir nos limites de défense. Être dans un royaume, c'est comme être dans l'océan, mais, au lieu de profiter des vagues, nous luttons frénétiquement pour rester au sec. Le déblocage. Même s'il peut sembler décourageant de considérer notre vie comme un schéma habituel, étroit et bloqué, la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons laisser tomber nos défenses créées par la peur et nous ouvrir à ce qui est. Chaque être humain vit au moins quelques moments d'ouverture. Et avec de l'entraînement, ces moments peuvent devenir plus fréquents. Nous commençons à nous libérer de nos peurs en reconnaissant notre blocage. Puis nous apprivoisons nos habitudes paralysantes. Par exemple, pendant des années, la jalousie a été ma réaction habituelle à de nombreuses situations. Lorsque je m'en suis aperçue et que j'ai voulu en savoir davantage, je me suis rendu compte qu'au cœur de ce sentiment, il y avait une appréciation pour la personne que j'enviais. Voyant cela, j'ai essayé d'aller au-delà du sentiment étriqué d'envie pour ressentir l'appréciation. L'ouverture s'est produite lorsque j'ai creusé plus profondément l'aspect où j'étais coincée. C'est ce blocage qui m'empêchait d'évoluer. Mais j'ai été incapable d'utiliser cette énergie avant d'avoir accepté ce que j'essayais de nier. En voulant écarter ma réaction habituelle d'envie, je rejetais une partie précieuse de moi-même. En m'acceptant, y compris ma jalousie habituelle, j'ai découvert la sagesse dans la névrose. Accueillir la douleur ou des sensations indésirables sans porter de jugement sur elles est le moyen de commencer à transformer la confusion en sagesse. Exercice. Devenir un baromètre psychophysique. Cet exercice permet de cultiver votre attitude à être un baromètre psychophysique. Efforcez-vous de noter, tout au long de votre journée, les moments où vous êtes ouvert et les moments où vous êtes fermé. Une façon simple de déterminer si vous êtes ouvert ou fermé est de prendre conscience de votre respiration. Lorsque nous sommes fermés, nous avons tendance à retenir notre respiration. Comme l'a dit un sage, la peur n'est que l'excitation sans la respiration. Lorsque nous sommes ouverts, nous respirons plus facilement. L'équilibre provient du fait de se sentir en synchronisme avec soi-même, de respirer avec aisance, de suivre le courant, de surfer sur la vague. Nous ressentons du plaisir et une légèreté de l'être. Utilisez votre respiration comme point de référence. Vous pouvez faire cela un jour à la fois. Lorsque vous vous levez le matin, efforcez-vous d'être sensible à l'ouverture et à la fermeture en matière d'énergie. Avec le temps, vous découvrirez que vous pouvez le faire systématiquement. Exercice. Reconnaître la façon dont vous entrez dans un royaume. Une fois que vous avez acquis une certaine expérience dans la reconnaissance du fait que vous êtes ouvert ou fermé, vous pouvez commencer à explorer la façon dont se déroule le processus de fermeture. Voici quelques questions pour vous aider à orienter votre exploration. Qu'est-ce qui déclenche le blocage ? La coupure ? Quelle expérience vous inspire de la panique ? Comment vous coupez-vous du monde ? L'incertitude provoque quelles sensations ? Quelles sont vos sensations physiques ? Comment votre intelligence intuitive ressent-elle la situation ?
Quelle est votre perception de ce qui se passe? Quelle est votre réaction impulsive? Quelles sont vos sensations subtiles d'attraction, de répulsion ou d'indifférence? Comment appelez-vous ce qui se passe? Comment interprétez-vous et catégorisez-vous les événements? Comment vous formez-vous une opinion? Quel genre de pensée et d'émotions cela génère-t-il? Comment parvenez-vous à conserver votre intuition, vos réactions impulsives, vos opinions et vos émotions? Que dit votre monologue intérieur pour réunir votre scénario et vos justifications? À quel point votre scénario commence-t-il à paraître solide? Dans quel royaume êtes-vous? Travaillez avec les 5 énergies. Les 5 chapitres qui suivent fournissent une description détaillée des 5 énergies et des possibilités qu'elles offrent, tant du côté de la sagesse que du côté de la névrose. Nous examinerons la façon dont chaque énergie exprime l'équilibre mental, la clarté, la brillance autant que la confusion, la névrose et le blocage. Nous nous pencherons sur la manière dont cela se présente dans notre monde intérieur de pensée et d'émotion, de même que dans le monde extérieur de notre environnement physique. Nous verrons comment transformer notre relation avec les 5 énergies en changeant notre attitude. Chaque chapitre se termine par des suggestions d'activités pour approfondir votre expérience de cette qualité énergétique particulière. Ces activités vous permettront de rehausser vos 5 énergies. Je vous suggère de vous concentrer sur chaque énergie, une à la fois, pendant au moins une semaine.